Non, justement, vous êtes une spécialiste de la croisière jaune et de la croisière noire. Vous allez commencer par la croisière noire. Mais quand même, je ne peux pas m'empêcher de dire que vous aimez le théâtre. Vous avez fait beaucoup de théâtre. Vous avez été impliqué dans la vie politique pendant une vingtaine d'années à Boulogne-Billancourt. Vous étiez maire adjointe, mairesse adjointe, je ne sais plus comment dire. Vous avez été psychothérapeute. Je vous ai demandé si ça ne vous manquait pas, parce que le contact avec les autres. Et alors, voilà, c'est toujours le problème, je le dis quand même, entre les fils d'eux, les petits-fils d'eux. Vous êtes fille de Louis Audouin du Breuil, qui a été un des chefs de ces missions. Et ça, évidemment, ayant vous-même ensuite traversé le Sahara, traversé l'Afrique, été en Asie, vous êtes une amoureuse aussi de l'expédition par vous-même. Voilà. Et maintenant, c'est marqué sur sa fiche Wikipédia, retraite active. Ça me fait rire. Donc, voilà la retraitée active qui nous parle. C'est à vous. Je préfère intervenir debout. Oui, alors M. André Citroën va lancer des missions sur 30 ans, de 1922 à 1932. 3 grandes missions, car on oublie toujours qu'il y a eu le Sahara. La première mission, donc, Tougourt-Tombouctou, c'est la première fois qu'on traversait le Sahara. C'était un véritable défi qui pouvait, en voiture, je précise, seul le chameau pouvait passer le Grand Ergue. Pour la première fois, donc, les chenilles Citroën ont pu traverser ce désert. Alors, vous les voyez, lourdement chargés. Quand on faisait du 5 à l'heure, c'était qu'il y avait quelques difficultés. Et quand on arrivait à 25, c'était un véritable record. Lourdement chargés, avec des missions qui étaient préparées à l'avance, avec des dépôts d'huile, d'essence, de matériel. Tout ça acheminé à d'autres chameaux, évidemment, jusque dans le Soudan. D'ailleurs, il y avait une mission qui remontait du Niger, une caravane qui remontait du Niger pour approvisionner le Sahara, et une autre descendait d'Algérie. Voilà les 2 chefs de mission. Vous voyez, c'est la première traversée du Sahara, premier modèle Citroën. Vous avez, alors il faut que je me mette comme ça, Audouin du Breuil à gauche, Hart à droite. Hart étant le chef de mission et mon père, commandant en second et organisateur de toute la logistique. Vous voyez, c'est dans le goût de l'époque. J'ai trouvé que ce cliché était amusant à vous présenter, tel qu'on concevait le voyage. Et quand on faisait une photo, on était cravaté. Alors, inutile de vous dire que ça n'a pas empêché qu'il y ait eu beaucoup de transpiration. Il ne faut pas croire que les missions Citroën n'étaient que de l'automobile. C'est vrai, la première traversée du Sahara, c'était le raid. C'était la traversée rapide, en 15 jours. Alors pour vous, ça vous fait sourire maintenant. Traverser le Sahara en 15 jours, c'est très long. Mais en même temps, c'était des missions qui se voulaient scientifiques et culturelles. Et quand ils ont atteint Tombouctou, ils sont remontés par le Gard à la rencontre des hommes bleus. Et ils ont assisté à une halal, vous voyez, les Touaregs avec Dassine, la poétesse Dassine, qui est juste à droite, d'ailleurs tendrement enlacée avec un Touareg. Alors, ils sont arrivés à Tombouctou et je vous présente Sankoré. Nous sommes en 1922 et c'est une mission qui a nécessité 2 années de préparation. Mais après avoir atteint le Niger, depuis l'Algérie, il fallait aller plus loin. Donc, ce fut la croisière noire. Alors, la croisière noire, c'était un nouveau défi. Et c'était une mission qui était économique, scientifique, culturelle et déjà humanitaire, avec à bord des gens qui étaient chargés tous de missions. Alors, vous voyez ce long parcours qui va d'Algérie, en traversant tous les pays sous mandat français à l'époque, pour rejoindre Madagascar. À partir du Kenya,
Ils se sont divisés en 3 groupes, se rejoignant tous à Madagascar. Voilà, dans le goût de l'époque, vous me parliez des peintres voyageurs. À son bord, notamment, dans cette croisière noire, eh bien, vous aviez un peintre qui est monsieur Alexandre Yakovlev, eh bien, qui a représenté cette grande fresque de tous les gens de la mission. Vous voyez dans le goût de l'époque, avec à gauche les trois chefs de mission. Il y avait le commandant Bettembourg, notamment, qui était on peut dire un officier colonial et qui lui était chargé de des relevés topographiques. Ce tableau a été présenté à la grande exposition du Louvre au pavillon Marsan en 1926 avec tous les trophées de chasse, avec tous les objets qui ont été rapportés de la mission, car ils avaient effectivement notamment certaines subventions, comme la Société de géographie, pour rapporter, le musée du Trocadéro également, des collections à exposer. Alors, quelques images de cette Afrique, qui était une Afrique tout à fait fascinante. Là, on est au Niger, à Gao. Et puis voilà, l'arrivée à Zinder. Vous imaginez maintenant cette ville qui doit avoir une population absolument extraordinaire. C'était une ville tout en terre, avec quelques bâtiments administratifs. C'était toujours des arrivées, on peut dire triomphales, avec les Touaregs sur les bords du Niger, les officiers, bien sûr, et aucune tension, aucune agressivité. C'est une question que l'on me pose souvent. L'Afrique les a accueillis partout au son des tam-tams et des danses. Voilà un sultan, un des derniers sultans noirs du Niger. C'est le sultan de Zinder qui les a reçus officiellement dans son palais. Nous passons au Tchad, les femmes à plateau. C'était un peuple fétichiste, une tribu fétichiste. Leur ancêtre était un oiseau. Et ces plateaux étaient portés dès l'âge de 5 ans. On commençait à déformer les lèvres des fillettes. Alors voilà, ça c'est un pisteur, chasseur d'éléphants, tableau d'Alexandre Yakovlev, qui les a accompagnés dans toute leur chasse. Et vous voyez le palmarium, qui était le petit camping de chasse qu'ils avaient installé. Il y avait un taxidermiste, qui était d'ailleurs le docteur de l'expédition, taxidermiste, qui traitait sur place les trophées de chasse. Pardon ? Ah oui, non, mais il était très efficace, et quand le moral des troupes n'allait pas, eh bien, il y avait en plus un petit réconfort, c'était le cognac. Voilà, c'était le whisky de l'époque. Voilà la chasse. Alors, vous pouvez être choqué par cette image. En fait, il y avait eu des autorisations de chasse, et un certain nombre de bêtes étaient abattues avec autorisation spéciale. Les Anglais et les Belges avaient déjà instauré une réglementation, une surveillance et des endroits qui étaient tout à fait protégés, peut-être même plus qu'ils ne le sont actuellement. Je terminerai donc sur la croisière noire avec cette superbe Mangbetu qui a été peinte d'ailleurs par Yakovlev. Il faut dire que Yakovlev avait un regard d'ethnologue. Et il représentait les gens avec beaucoup d'émotion. Vous aviez à bord également un cinéaste et monsieur Poirier qui a tourné La Croisière Noire, le premier journal cinématographique au monde, ce qui était vraiment le premier reportage, tout à fait exceptionnel. Et nous passons en Asie très rapidement. Je suis totalement frustrée, évidemment. J'en suis à mi-temps.
Alors, donc, là, nous partons de Beyrouth. Un groupe de 8 chenilles part du port de Beyrouth pour arriver sur, évidemment, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan. Et puis, on va passer la Khyber Pass, et tenter l'escalade dans l'Himalaya, passer les grandes passes des Pamirs et arriver jusqu'à Kashgar. Alors, Kashgar, au Xinjiang. Un autre groupe, exactement le 4 avril 1931, part en même temps de Pékin, plutôt de Tincian, port de Pékin, pour aller à la rencontre du groupe Beyrouth. Donc, 2 groupes vont faire jonction à Kashgar. 1000 difficultés. Le groupe d'Asie, qui partira de Pékin, va se retrouver prisonnier de très, très longs mois à Kashgar. Donc, nous allons débarquer à Beyrouth. André Citroën avait une devise, l'automobile au service de la science et de la culture. Il n'avait pas de grande vision commerciale. C'était de la publicité, bien sûr, mais ça allait au-delà. Ce n'était pas pour aller commercer en Asie ou en Chine ou faire, comme on l'a supposé, de l'espionnage. Non. Scientifique et culturel, vous le voyez, inscrit sur cette caisse. Les voitures arrivaient comme ça. On les débarquait, les valises étaient déjà chargées, il y avait même de l'essence. Vous aviez dans le grand tuyau la hampe sur laquelle on pouvait dresser le drapeau français en arrivant dans les endroits importants où on était reçu officiellement. Et voilà, on démarrait. Alors là, c'est déjà un modèle beaucoup plus évolué et c'est un modèle léger qui a la prétention d'escalader les premiers contreforts de l'Himalaya et toutes les hautes passes des Pamirs. La Syrie. Alors, je vous ai présenté cette image, je crois que c'est superbe et voilà, nous sommes à Palmyre avec une tribu de nomades qui fréquentaient notamment la route de la soie. Je passe très rapidement, nous sommes en Iran. Tous les pays traversés étaient des pays qui avaient connu des révolutions. En Iran, il y avait eu une révolution très peu de temps avant. Les Qadjars avaient pris le pouvoir. Les Qadjars avaient été renversés par les Pahlavis. Et vous voyez cette foule énorme. Ce sont des gens qui sont près de la grande mosquée. Et maladroitement, le cinéaste avait sorti son appareil et vous voyez la police montée qui est en train de dégager la foule pour que les explorateurs ne se fassent pas écharper. Il y a des endroits qui sont de plus grand repos. Là, vous avez la grande citadelle de Hérat, qui a été la première aria d'Asie du grand Alexandre. C'est une ville qui a été fondée par Alexandre. Voilà la citadelle. Alors, c'est intéressant de voir ces photos qui datent de 1931 et qui sont des plaques de verre qui ont été colorisées par la société, dans les laboratoires de la Société de géographie de Washington. Pourquoi ? Le grand ménard Owen Williams de la Société de géographie de Washington avait grand reporter mondial. Il avait assisté à l'ouverture de la tombe de Toutankhamon. Il avait été également auprès de Laurence. C'était vraiment un homme tout à fait exceptionnel. Il a réalisé absolument toutes les photos de la mission Citroën. Voilà un document absolument unique, puisque le grand Bouddha, depuis, n'existe plus. Et déjà, vous pouvez voir combien il était mutilé, avec déjà les bras coupés et le visage supprimé, lors de la première invasion musulmane sur le site de Bamiyan au 7e siècle.
Alors nous arrivons vers les difficultés. Voilà les sentiers muletiers sur lesquels nos voitures vont s'engager. Là, c'est le premier groupe qui ouvre la marche pour déblayer quelques caillasses, quelques rochers, parfois à la dynamite, et tenter, surtout, c'est déjà une mission de reconnaissance. Alors, les Anglais qui occupaient les lieux étaient tout à fait dissuasifs. Ils disaient « jamais vous n'arriverez, ce n'est pas la peine ». On renvoie 5 voitures en France dans des caisses, on les remet en caisse, et avec 2 voitures, on va tenter l'escalade de l'Himalaya. Alors moi, je vous raconte l'histoire vraie, parce qu'on a un peu camouflé les quelques faiblesses de cette mission Citroën. Voilà ce que ça donne quand on est sur des sentiers muletiers. Et là, eh bien, ils s'organisent, ils font des virages au cric notamment, en soulevant l'arrière de la voiture. On fait ce qu'on peut, en tout cas, pour orienter la voiture dans le bon sens et redémarrer. Au Kizil, à 1500 mètres, on rencontre déjà la neige. Ce ne sont pas forcément des voitures de neige, quoique l'inventeur M. Kegrès, l'inventeur de la chenille, qui avait d'ailleurs chaussé les voitures du tsar de toutes les Russies avant la Révolution, les a fait rouler dans la neige. Là, il a fallu damer, déblayer, damer, jauger l'épaisseur de la glace, de la neige, damer, avant de pouvoir faire risquer les roues. Alors là, c'est un moment tout à fait étonnant. Le pauvre Cécillon, le chauffeur, va se retrouver pendant 6 heures dans cette situation-là. La falaise s'est effondrée sous le poids de la voiture, où il faut récupérer le véhicule en marche arrière. Donc, on le tracte centimètre par centimètre pendant des heures. Voilà un autre moment, eh bien, c'est l'atelier, tout simplement. Il y a eu un tremblement de terre, une très belle faille à passer. Donc, on démonte entièrement les voitures, les 2 voitures, et on les passe à dos d'homme, 30 kilos, si possible. Donc, vous voyez qu'il fallait vraiment tout démonter. Ils arrivent enfin à Tachgourgan, et voilà un aveu. Les 2 dernières voitures ont été abandonnées sur le champ de tir du Mir de Hunza. Ils ont continué à cheval. Alors, il y a des gens qui étaient ravis, parce que le cheval, mon père était notamment cavalier, il était ravi de retrouver plutôt un cheval. Mais d'autres, évidemment, ont senti que c'était très difficile de s'asseoir le soir pour l'heure du dîner. Alors, voilà. Là, je vous ai dit que le groupe qui arrivait de Pékin... Ah, 2 minutes. Eh bien, c'est très bien. Qui arrivait de Pékin les a fait prisonniers. Alors voilà l'affreux gouverneur King, c'était la révolution depuis 1911. Voilà le camp de la résistance où les scientifiques comme Teilhard de Chardin, qui était géologue, comme Joseph Aquin, archéologue, également un écrivain, tous étaient prisonniers pendant des mois à attendre l'arrivée de la mission. Ils vont pouvoir repartir et traverser la Chine, et ce sera leur guide à travers les glaces. Celui-là, il avait assisté à l'enterrement d'un dépôt d'essence, et grâce à lui, la mission a pu continuer. Car on a sauvé la face, vous vous imaginez bien, avec le groupe Chine qui avait les voitures. Alors, voilà l'hiver de Chine. Vous voyez que c'est une Chine en ruine. Les enfants n'ont pas de quoi se couvrir. Il fait jusqu'à moins 30. Et les voitures vont rouler. C'est le dernier, voilà la glace, dans le désert. Les voitures vont rouler nuit et jour. Car si on s'arrête, il faut repartir au chalumeau. On chauffe le moteur au chalumeau. Donc, pas question de s'arrêter. C'est un supplice. Et là, ils en ont vraiment bavé pendant la croisière jaune. Voilà la grande équipe, c'est la dernière photo, je ne vous la commande pas, ça serait trop long. Voilà une traversée du fleuve jaune. La voiture d'Audouin Dubreuil pique du nez, c'est l'horreur. Beaucoup de photos d'ailleurs ont péri dans ce naufrage. Et voilà l'arrivée à Pékin,
le 12 février 1932. Merci de votre attention. Je crois que le quart d'heure est bon.